Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon livre Le Baron. Je suis Emmanuel Satopoulos et aujourd'hui je vais vous parler du livre, de son intrigue. Je vous présenterai en précision les personnages et ensuite je répondrai à la critique de Link the Sun lors de son coin lecture numéro 10. Bien sûr il y aura quelques spoils sur l'histoire du livre, mais c'est compliqué d'en parler sans spoiler bien sûr. Ce livre est une pièce de théâtre édité chez les éditions Baudelaire. Le livre présente une enquête en huis clos et le but c'était un peu de travailler sur la caractérisation donc des personnages bien sûr, sur la relation entre ces personnages dans une atmosphère un peu tendue, un peu dangereuse, d'éviter les cheminements classiques des histoires policières avec les photos, les empreintes, tout ça, je vais vous expliquer plus en précis. Donc pour vous faire un bref résumé, 7 personnages sont invités dans le manoir d'un certain baron. Les personnages arrivent, mais le baron ne se présente pas. Ils vont commencer à s'installer à table, puisque c'est un dîner, et comprendre que le baron leur a posé une énigme, sauf que l'énigme, s'ils ne la résolvent pas, eh bien ils meurent. Chaque personnage, ça a son importance, a reçu un carton d'invitation sur lequel il y a l'invitation générale, qui est d'ailleurs la 4e de couverture, que je vous mettrai en description. Un mot personnalisé que les personnages découvriront lors de l'histoire, qui est la phrase tout en bas, personnalisée pour le lecteur. Les personnages sont donc au nombre de 7. Il y a Nicolas, qui est un grand chef cuisinier, Clark, qui est une avocate, Gillan, qui est une doctoresse, Henri, qui est un étudiant, Saxon, un professeur, Letty de Goncourt, une romancière, et Cadet, un inspecteur. Souvent, par rapport à ce livre, on me dit que je me suis inspiré d'Agatha Christie, d'Édith Tinègre, mais en fait pas du tout. Même si je connais Agatha Christie bien sûr, je n'en avais jamais lu avant d'avoir écrit ce livre. Mais en fait, je me suis inspiré des 12 hommes en colère, qui est un livre de 1957 réalisé par Sidney Lumet, je sais pas trop. Donc si vous avez vu ce film, vous comprendrez les points communs qu'il y a avec ce livre, notamment dans essayer de convaincre les gens sur une culpabilité qui parfois a l'air évidente mais qui ne l'est pas, et puis jouer là-dessus sur convaincre les personnes, voir qui est influençable ou pas, et c'est un peu là-dessus que se porte l'intérêt aussi. Un autre intérêt de ce livre, c'est que le baron, comme vous l'avez compris à ce que je viens de dire par rapport à l'énigme, c'est que c'est en réalité un tueur en série qui est très recherché, mais secrètement pour pas semer la panique. Car si c'était public, si tout le monde le connaissait, ça serait la panique. L'histoire, elle se passe en 1910. Et ça à prendre en compte parce que sinon, il y a certaines choses qui deviennent un peu étranges si on n'a pas compris le contexte temporel. Maintenant, je vais vous présenter plus en précision les personnages parce que c'est un peu l'intérêt, comme je vous ai dit, d'un travail de caractérisation sur les personnages, de donner un peu l'intérêt puisque c'est un huis clos, donc si les personnages ne sont pas intéressants, le livre n'est pas intéressant. Le premier personnage qu'on voit dans le livre, c'est l'inspecteur Cadet. C'est un homme d'une 50aine d'années qui a commencé sa carrière à 17 ans et qui a anciennement travaillé pour Scotland Yard. On découvre pendant l'histoire qu'à ce moment-là, il travaille pour l'Interpolice, donc c'est une police fictive qui deviendra des années plus tard Interpol, mais restant secret. Donc c'est pour jouer un peu sur mettre des faits irréels et les rattacher à des faits réels. Donc Interpolice, ça n'a jamais existé, apparemment. Donc Cadet, c'est une sorte d'agent secret, si on peut dire ça comme ça. Le personnage fait polémique parmi ses collègues, parce qu'il a une méthode très particulière, unique à lui, et rarement prise au sérieux. Notamment par Link the Sun, sauf qu'il réussit à chaque fois. Il n'a jamais échoué dans une seule enquête. Il est droit, calme et possède un grand sang-froid et un talent d'improvisation dont il se sert pour ses enquêtes. Ensuite, on a Henri de Burnland. Henri, c'est le premier personnage à être arrivé au manoir, donc c'est lui qui a attendu tous les autres puisqu'il est arrivé en avance. C'était un étudiant en lettres à Bordeaux, major de promo, très brillant, mais il est un peu puéril, ridicule, il fait un peu n'importe quoi, sauf qu'il reste très intelligent. Faire plus ou moins l'enfant, pour lui, c'est une façon de pas s'ennuyer constamment dans des conversations sérieuses, dans des situations un peu gênantes. C'est pour ça qu'il va toujours
bouger, faire n'importe quoi et pas être non plus pris au sérieux, mais pas comme Cadet. Là, Cadet est pas pris au sérieux parce que les autres pensent qu'il est incompétent. Henri, il est pas pris au sérieux parce qu'il fait le gamin. Il est un peu hyperactif et il a quand même pas mal de difficultés à rester calme et poli surtout. Parce que quand on fait l'enfant, c'est compliqué de rester poli tout le temps. Ensuite, on a le docteur Gillan. Donc c'est une femme très rustre, peu commode et assez provocatrice. Elle est docteur généraliste et ses clients sont principalement des hommes riches et mourants. Et ça a une importance dans l'histoire. Elle est richement habillée, n'hésite pas à être ostentatoire pour qu'on la regarde, et assez pédante. Elle fait souvent preuve de fausse humilité. Enfin, c'est un peu la bourgeoise dont on aime bien se moquer. Donc ensuite, on a le maître Clark, qui est une avocate au palais de justice de Paris. Clark, elle a beaucoup de répartie, et d'éloquence surtout. Elle est avocate, c'est normal. Sa carrière est éclatante de succès, sauf que elle fait comme Cadet polémique car elle défend des riches criminels, un peu à la Carlos Ghosn, c'est-à-dire que bon, les gens qui vont détourner des fonds, qui vont violer, qui vont faire des trucs interdits, c'est elle qui les défend. Et sauf qu'elle est très forte. Et c'est pour ça que les gens ne l'aiment pas en général. Maintenant, on va passer au professeur Saxon. Donc c'est un professeur de sciences à la Sorbonne. C'est un homme d'une soixantaine d'années, le plus vieux de l'histoire. Saxon, c'est un gars qui a fait énormément d'études. Il a passé presque toute sa vie à faire des études. Du coup, il a de nombreux diplômes, mais en sciences physiques, en sciences humaines, sciences du langage, sciences mathématiques. Il est un peu, dès qu'il y a science quelque chose, il aime bien Saxon. Sauf que lui, sa façon de faire, c'est plutôt apprendre des lois, retenir des phénomènes. Sauf qu'il comprend pas forcément qu'il apprend. Et ça, c'est important, quoi, quand on comprend pas. Enfin, vous m'avez compris. Maintenant, Lady Victoria de Goncourt, c'est une célèbre romancière. Elle a écrit des romans policiers qui ont eu beaucoup de succès, mais qui sont également beaucoup critiqués. Elle possède un grand talent pour la narration et l'écriture, sauf que c'est la cohérence qui est critiquée. Les inspecteurs de ces romans réussissent grâce à des sortes de Deus ex machina, ou des éléments pas vraiment crédibles. Quand notre histoire est pas très crédible, sauf qu'on écrit à côté très bien, on a un très joli style, très jolie plume, c'est compliqué de se dire est-ce que elle est forte ou pas. Mais c'est pas tout. Elle défend activement le droit des femmes, surtout qu'en 1910, c'est une vague de féminisme assez puissante, mais bon, surtout en Grande-Bretagne, pour notamment le droit de vote, avec les suffragettes, tout ça. Goncourt, c'est un personnage qui connaît pas mal de personnes, dont Emmeline Pankhurst, créatrice des suffragettes, qu'elle admire particulièrement. Donc ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire, mais je vous le dis pour mieux comprendre le perso en lui-même, pour un peu capter quel type de personne c'est. Et enfin, le dernier personnage, le chef Nicolas, qui est le gérant du restaurant Le Vent des Landes. C'est le restaurant le plus réputé de France après la Cannelle de Sally. Je précise que ce sont des restaurants fictifs. Sauf s'il y en a qui s'appellent vraiment comme ça, j'y suis pour rien, je le sais pas. Donc comme je l'ai dit pour Goncourt, il y a des éléments dans ce que je viens de vous dire qui n'ont pas d'incidence dans l'histoire. Mais j'ai construit les personnages autour d'idées fixes, parce que bon, c'était un peu l'exercice que je me suis donné. Si on comprend mieux les personnages en eux-mêmes, la lecture n'en sera que meilleure. Alors, avant de commencer cette réponse à la critique de Link the Sun, j'aimerais, d'une première part, vous inviter à aller regarder sa vidéo. Parce que sinon, ce que je vais dire ici, vous allez pas comprendre grand-chose. J'aimerais remercier directement Lynx aussi pour l'avoir lu et pour avoir fait la critique. Il m'a donné ses moins pour les raisons que vous le savez sûrement, parce que ça serait étonnant que vous soyez ici sans avoir vu la vidéo de Lynx, finalement. La critique en elle-même, j'ai pas mal prise, au contraire, ça a été un des avis les plus constructifs que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça que je le remercie, parce que ça met un peu en exergue certaines choses qui sont restées floues dans la lecture, qui sont peut-être de ma faute. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Il a aussi dit de bonnes choses, donc j'ai bien pris cette critique. Je vais défendre, en tant qu'auteur, mon travail, que ça me tient à cœur déjà, parce que j'aime ce que je fais, et qu'il y a certaines choses, c'est compliqué de pas revenir dessus, puisque c'est dommage de pas avoir capté l'info. On va commencer avec un élément qui est pour le coup pas très important, mais il en a parlé. C'est Henri, le fils du maire de Montcuq. Bon, ça part bien sûr de la blague facile, ok,
Ça a été écrit pas longtemps après avoir vu le sketch de Daniel Prévost. Allez le voir, il est drôle. Mais bon, après, je le garde puisque ça reste une vraie ville. Hein, c'est bien de s'en moquer. Enfin, non, c'est pas bien. Mais ça reste une vraie ville. Que Henri, il fait ses études à Bordeaux. Et que Montcuq, c'est pas loin de Bordeaux finalement. Donc c'est même pas incohérent dans l'histoire. Je l'ai marqué puisque, c'est pas que je l'ai marqué, c'est que je l'ai pas enlevé. D'ailleurs, Lynx disait que cette information n'était jamais reprise. Alors si, elle est reprise lorsque Cadet demande des informations sur les parents d'Henri. Et il lui dit, oui, mon père c'est le maire de Montcuq, ma mère c'est une écrivaine anglaise. Ça pose déjà un statut social, ça peut poser... voilà, en général, le maire d'une ville comme ça, Henri, ça va pas être un gars dans une situation précaire ou quoi. Enfin, vous comprenez l'idée, c'est pour exposer un statut social. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est pas rien non plus. On va passer au point le plus important de son argumentation, qui est prédominance dans sa critique, l'inspecteur Cadet. C'est un grand sujet, l'inspecteur Cadet. Hein. Pour reprendre le terme de sa vidéo et de ses notes de lecture, Cadet serait le pire inspecteur de la littérature, voire le pire de la fiction. C'est dur. Mais je pense qu'il y a eu des confusions, et que c'est pour ça que ces conclusions ont été aussi crues. Remettons les choses comme elles sont. Le principal argument de Lynx, c'est que les méthodes de Cadet ne sont pas assez scientifiques. Ici, c'est une question de contexte temporel. La police scientifique a été créée par le criminologue français Alphonse Bertillon en 1882. Elle était soutenue par le préfet de la police Louis Lépine en 1893. Au moment de la pièce, la police scientifique, ça existe, mais les méthodes biométriques font à peine leur apparition. On connaît, on sait que bon, ça sert à quelque chose, mais pour Cadet, qui a une quarantaine d'années d'expérience pour 0 échec, lui, il voit un peu ces techniques comme inutiles, comme... Il s'en fout parce que lui, il a toujours réussi ce qu'il faisait. Donc pourquoi il se prendrait le chou avec de la nouveauté qui n'était pas forcément... Ouais, voilà. Donc pour un inspecteur qui a commencé sa carrière au début du 20e, bien sûr qu'il va utiliser ces méthodes tout le temps. Parce que il apprend avec ces méthodes, pour lui on peut pas faire sans. Mais voilà, Cadet, il s'en fout, puisqu'il réussit, il sait qu'il va réussir, et surtout, à quoi ça servirait dans ce contexte, sachant que c'est une énigme, que lui, il joue le jeu, entre guillemets, c'est un peu le principe de la pièce. Voilà, lui, sa façon de faire, c'est les gens vont me révéler qui ils sont vraiment, indirectement ou non, et moi, je vais savoir du coup qui est coupable, qui ne l'est pas. J'ai pas besoin de techniques scientifiques. Bon, il y a le risque que ce soit faux, par exemple. Non, je vais revenir dessus après sur Saxon. Je vais revenir dessus parce que, c'est vrai que ça paraît étrange. Voilà, Cadet, il préfère garder une méthode phénoménologique, caractérielle, et pas scientifique. Après, qu'est-ce qu'on entend par scientifique aussi? Parce que moi, j'ai compris, en fait, dans la vidéo de Lynx, j'ai eu l'impression qu'il disait, voilà, on est au 21e siècle, et ce qu'il fait, c'est bizarre. Parce que oui, pour le 21e siècle, ce qu'il fait, c'est bizarre, ça a limite aucun sens. Mais en 1910, c'est différent. Et Cadet non plus, il n'est pas incompétent pour autant. Dans une enquête classique, il va chercher des indices, il va chercher des preuves, il va chercher ce qu'on fait dans une enquête. Mais là, c'est un huis clos. Dans l'histoire, c'est dit, si vous quittez le manoir, ça se trouve, vous mourrez. Il y a le risque. Ils savent pas. Ils sont dans le flou total. Quand on est dans le flou comme ça, qu'il y a un mot parmi les cartons d'invitation qui dit ne partez pas, et on laisse sous-entendre que si ils échouent ou s'ils abandonnent, ils meurent, il va pas partir pour aller chercher du matériel, pour aller chercher quoi que ce soit. Grossièrement, dans la pièce, il fait avec les moyens du bord. Et c'est ça qui explique le face-à-face avec Saxon. Déduire s'il est le baron ou non par la façon de calculer, ça a quand même une explication. Comme pour la conclusion qu'il porte sur Nicolas et sa déduction sur les bijoux de Gillan. On apprend dans le livre que Cadet est venu intentionnellement au dîner, tout en sachant que le baron est un tueur. Il est totalement au courant de la situation, contrairement aux autres personnages. En comprenant, grâce au carton d'invitation, que c'est une énigme, il sait que le baron est l'un d'entre eux, et commence à avoir ses idées. Et ça se développe dans sa tête, il reste pas inactif à ça. Même s'il ne le montre pas forcément, et c'est normal, il reste discret. Lynx, il reprochait de faire dire à Cadet que l'impulsivité et la nervosité de Nicolas n'expliquaient pas son innocence. Au contraire, c'est donc pas tout à fait exact, si on voit les choses de cette façon. Et ça soulève une question intéressante sur la conception du tueur. Alors oui, un tueur, c'est quelqu'un qui a tué, et voilà. Mais Cadet sait pertinemment, et il l'explique,
que le baron n'est pas juste un tueur. Le baron, il a un profil psychologique, il a une manière de faire qui ne peut pas a priori s'associer à Nicolas. Le baron, il n'agit pas du tout sous l'impulsivité et ça, Cadet le sait. Ça se trouve un jour, Nicolas, il a planté quelqu'un. Mais ça, c'est pas ça qui est important là. Là, l'important, c'est que Cadet, il veut réussir à démasquer un des tueurs en série les plus dangereux qu'il ait pu connaître de sa vie et que la police ait pu connaître. Il s'en fiche de savoir si un jour il a planté quelqu'un. Voilà, les crimes du baron, ils sont réfléchis, ils sont parfois même millimétrés, et c'est pour cette raison qu'il innocente Nicolas. Ça, parce que ça ne colle pas. Donc en effet, tout dépend de la conception du tueur. Quand on observe le cas de Gillan, on peut se dire que Nicolas aussi est un tueur. Mais Cadet, il a aucun début de piste dessus aussi. Contrairement à Gillan, voilà, Cadet, il pourrait pas découvrir si Nicolas est un tueur ou pas, sans que l'histoire devienne trop longue ou ennuyeuse, ou enfin, c'est pas l'intérêt de la pièce. Comme je disais, par rapport au professeur Saxon, donc il conclut que ce n'est pas le baron en lui faisant faire des calculs, ce qui est, oui, étrange. Et Scowling ça reprochait aussi, dire que ça a aucun sens, que en disant oui voilà, il l'attrape par le col, il le menace limite en lui disant fais ton calcul, le mec il est déconcentré. C'est bien sûr que s'il y avait tout le temps de faire la chose, s'il n'y avait pas cette pression de oui ça se trouve on va tous mourir, il aurait poussé la chose plus loin. Là, il n'y a peut-être pas le temps, ils ne savent pas si ils ont un temps compté pour trouver le baron. Il se dit, bon, bah, c'est bizarre, le baron, il aurait eu des réflexes, il aurait eu des trucs, là, je l'ai surpris. Je pense que ce n'est pas lui. Et c'est pour ça, et bien sûr qu'il doit montrer qu'il est sûr de lui. S'il commence à montrer qu'il n'est pas forcément sûr, que bon, ça peut être lui aussi, bah, ça va semer la zizanie et tout le monde va commencer à ne plus coopérer. Et ça, Cadet il veut l'éviter. Je vais finir cette partie en développant un peu sur Gillan, en reprenant des éléments qu'on a déjà dit. Cadet il recherche un profil particulier, et le docteur pourrait correspondre. Il a depuis la lecture des cartons de lourds soupçons sur elle. Elle est bizarre, ils savent qu'elle a quelque chose à cacher, elle fait comme si elle ne s'en souvenait plus à chaque fois, mais ils trouvent pas par hasard que Gillan est une tueuse. Il s'en doute dès le début. C'est juste qu'il n'a pas d'éléments, il sait pas encore. Mais il se concentre pas là-dessus, lui il se concentre sur le baron. Et d'ailleurs, le fait que Gillan ne se défend pas lorsque Cadet l'attaque, ben ça s'explique aussi. Déjà, bon, il y a la pression. Et Gillan, c'est un personnage, comme on a dit, de très pédante, de très provocatrice. Elle est toujours sûre que c'est elle la plus dangereuse parmi le cercle de personnes qu'elle côtoie. Et quand elle comprend que le baron est plus dangereux qu'elle, ben elle a peur, et sa seule envie, c'est de trouver qui c'est. Parce que le baron lui fait peur. Donc elle pourrait dire non, t'as craqué, c'est pas moi le baron. Ben en fait ça donnerait du temps au baron, et elle veut pas. Elle fait faire une fausse promesse à Cadet en disant oui, ok, c'est moi, mais bon tu dis pas, voilà. Cadet il fait oui bien sûr, mais c'est faux, hein. Lui dans sa tête c'est bon allez, c'est quoi, avoue, comme ça c'est fait, et comme ça on passe à la suite. Mais Gillan, elle ne se défend pas, parce qu'elle a peur du baron, parce qu'elle pense au début être dangereuse, ce qu'elle dit dans la cuisine à Goncourt. Elle dit, je m'en occuperai personnellement si Nicolas il devient dangereux, parce qu'elle est persuadée d'être la plus dangereuse. Mais en fait, quand elle réalise que non, elle perd ses moyens. Et tous ces éléments à propos du baron, ils sont dits dans le texte, notamment à la toute fin quand il se dévoile. Ne vous spoilez pas, n'allez pas voir la fin du livre en premier, c'est bête. Sa tirade, à la fin, elle est lourde de sens. Elle révèle des éléments qui permettent une meilleure compréhension de certains échanges. Comprendre la tirade, c'est comprendre toute la pièce. Bon, je pense avoir répondu à tous ces arguments. Et je suis curieux de savoir ce que vous allez en penser. C'est pour ça que l'espace commentaire est là. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, si jamais vous avez vu la vidéo de Link the Sun, vous avez des questions à poser sur quoi que ce soit, si même vous avez lu le livre, parce que si jamais vous le lisez, bah, c'est cool, et que vous avez des choses à redire, échanger, l'espace commentaire est là. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, où je répondrai à vos questions ou quoi que ce soit, hein, n'importe quoi. Je travaille également sur un projet, toujours en rapport à ce livre-là, pour l'adapter en film. Le travail a déjà commencé, le scénario est déjà écrit, on est en train de repérer les lieux de tournage, en train de former toute l'équipe. Je vous tiendrai au courant de ce projet aussi sur Twitter. Si ça vous intéresse, je vous mets également mon dossier de presse en description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et de vous avoir donné aussi envie de l'acheter. Hein. C'est très important pour moi. Pour moi, l'écriture, c'est pas juste un loisir, c'est un vrai projet. Enfin, vivre de l'écriture, pas seulement des livres, hein, même le cinéma m'attire, les planches, même Internet. C'est vraiment un objectif, c'est vraiment un rêve. J'ai commencé également l'écriture d'un roman qui parle de la vie du baron. Donc ça sera plus une pièce, hein, ça sera un roman. Ça sera une sorte de préquel de la pièce de théâtre
de comment il en est arrivé là, pourquoi c'est devenu un tueur, pourquoi, parce que tout est expliqué et il y a des choses à dire, beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire sur lui. Donc ce projet est en cours et je vous en tiendrai aussi au courant sur Twitter. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.